Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde dans laquelle nous allons parler de data et de pédagogie. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. J'en profite pour vous donner les informations pratiques pour ceux qui n'étaient pas là sur les sessions précédentes. On est ensemble pour 45 minutes environ. Vous avez à droite de votre écran un chat dans lequel vous pouvez réagir aux différents échanges et poser vos questions également. Et évidemment, on répondra à vos questions tout au long du webinaire. Et puis, n'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Booklab Education Summit et on vous lira évidemment avec grand plaisir. Allez, pendant que les derniers participants se connectent, on conclut donc avec cette table ronde, cette journée passionnante du Booklab Education Summit. On est ensemble depuis ce matin et on a vécu 16 tables rondes, 16 conférences en français, en anglais et en espagnol sur des sujets autour des enjeux actuels et futurs de l'éducation, des échanges passionnants, je crois, et vous nous direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Une journée qui est organisée par Booklab. Je pense que vous êtes un certain nombre à nous connaître maintenant. Pour rappel, Booklab, on est donc une entreprise EdTech et on développe deux solutions. La plateforme Booklab d'une part, qui permet aux enseignants de poser des questions interactives à leurs étudiants. Et puis une seconde plateforme, WooFlash, qui permet aux enseignants de proposer des parcours de révision personnalisés à leurs étudiants. Et je vois que vous êtes nombreuses et nombreux à vous être connectés. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et je vais commencer par vous présenter nos intervenants. Moi, je m'appelle Fabien Morin, je suis responsable du développement de Booklab en France et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par trois intervenants. Bonjour à tous les trois. Sébastien Fraisse pour commencer. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, tu es donc consultant, développeur indépendant et spécialiste du standard XAPI. On aura l'occasion d'en discuter. Peut-être tu peux nous dire deux mots sur tes activités? Alors, j'ai des activités de consultant et de développeur, effectivement, autour de ce nouveau standard qui s'appelle XAPI. Et qu'on aura l'occasion, effectivement, de creuser un petit peu. Laurent Tardif. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Alors, je suis directeur des études adjoint, à l'ENSAI, donc qui est une école qui forme des data scientists, donc qui est intéressée effectivement par les learning analytics. Je peux parler aussi du côté du responsable du data tank, puisqu'il y avait une expérience sur Rennes dans lequel effectivement on a travaillé les learning analytics. Et puis j'étais porteur moi-même d'un projet autour des soft skills, autour d'un outil créé par recueil et des feedbacks de l'information auprès des élèves. Donc, c'est à ces titres-là que je peux intervenir. Voilà. Et on aura l'occasion de creuser tous ces sujets. Et puis, Alexa Joyce. Bonjour, Alexa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es Digital Transformation and Skills Director chez Microsoft. Peut-être en deux mots, tu peux nous dire du coup quel est ton rôle et ton périmètre chez Microsoft? Avec plaisir. Donc, je travaille avec les institutions, que ce soit primaires, secondaires ou universitaires, pour le développement des compétences numériques, mais également pour la transformation numérique des institutions à grande échelle. Donc, comment vraiment employer les outils numériques, que ce soit pour l'administration, la pédagogie ou pour d'autres aspects plus innovants. Merci. Et trois regards, je pense, qui vont être très complémentaires et super intéressants sur tous ces sujets-là. L'objectif de cette session, c'est donc de faire un état des lieux et un tour des perspectives autour de ces deux thématiques qu'on va essayer de rapprocher, la data d'une part et puis la pédagogie. Voilà un petit peu le programme. On va donc parler de données et pédagogie. Ce terme de data, de données, on l'entend un petit peu partout depuis quelques années. Et évidemment, le monde de l'enseignement n'y échappe pas. L'utilisation de plateformes numériques est maintenant incontournable dans l'enseignement supérieur et évidemment, les quelques mois de crise sanitaire qu'on a vécu n'ont fait qu'accentuer cette tendance-là. Et ce que ça permet de faire aujourd'hui, et c'est une nouveauté depuis quelques années, c'est que maintenant, chaque activité d'apprentissage qui a lieu sur ces plateformes génère des données. Et donc, évidemment, pouvoir analyser, comprendre ces données, ça ouvre pas mal de pistes qui pourraient vraiment transformer les modèles de pédagogie. On va parler analyse des données, personnalisation des parcours, prévention du décrochage et plein d'autres choses différentes. C'est un petit peu le tour de ces questions-là qu'on va essayer de faire ce soir autour de trois parties. D'abord, pour commencer, on va regarder un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, comment est-ce que les établissements utilisent les learning analytics. On parlera des perspectives.
qu'est-ce que demain on pourrait faire avec ces données d'apprentissage, et puis une troisième partie sur une question qui est incontournable, je crois, sur ces sujets-là autour des enjeux éthiques, et vous le verrez, ils sont nombreux. Voilà, on va essayer de faire le tour un petit peu de toutes ces questions-là. Et pour commencer, avant de se lancer sur ce sujet, on voulait vous poser, à vous qui participez à ce webinaire, quelques questions pour savoir un petit peu, vous, quel est votre état d'esprit face à ces sujets de données, de pédagogie. Et pour ça, je vous propose de vous connecter sur WooClap. On va répondre ensemble à 2 questions. Pour ça, vous pouvez scanner directement le QR code qui apparaît à l'écran avec votre smartphone. Et puis, vous pouvez sinon rentrer ce lien qui apparaît à l'écran et qui est également dans le chat, www.wooclap.com/wesdata. Et je vois en bas à droite que vous êtes déjà plus d'une vingtaine à vous être connectés. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Et voilà, on va voir un petit peu quel est votre avis à vous et votre ressenti sur ces sujets. Ça va bien, je pense, lancer ces échanges en cette fin d'après-midi. Et je vous laisse quelques secondes de plus pour vous connecter. Dans tous les cas, pendant que les questions sont lancées, vous pourrez continuer à vous connecter. Et je vous propose qu'on commence par une première question toute simple, en un mot. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de données et de pédagogie? En un mot, et on va voir ce nuage de mots qui va se constituer petit à petit. Vous allez voir que donc, les réponses qui reviennent le plus souvent vont grossir progressivement dans le nuage de mots. On voit déjà des premières tendances qui se dégagent, déjà plus d'une vingtaine de réponses. Vous pouvez continuer à vous connecter évidemment à l'événement pour y participer. Et je pense qu'on voit déjà avec vos réponses des thématiques dont on va parler avec Alexa, Laurent et Sébastien tout au long de ce webinaire. Un premier terme qui ressort, qui est celui de la personnalisation, la dimension de suivi. On voit également le RGPD, évidemment, sujet incontournable autour de ces questions de données. On aura l'occasion d'en parler dans la troisième partie. La notion de trace d'apprentissage, on pourra en discuter également. La notion de sécurité, on revoit suivi, tracking qui revient également. Et ce nuage de mots qui continue à grandir. Et je voulais peut-être commencer par une première question du coup pour tous les trois pendant qu'on voit ce nuage de mots continuer à évoluer. Et Laurent, peut-être je te laisse commencer. Quand on parle de données, de learning analytics, qu'est-ce que c'est exactement en fait? De quelles données est-ce qu'on parle? Alors, dans les écoles un peu comme la nôtre, en fait, les learning analytics, bon, c'est l'analytique effectivement des apprentissages. Bon, ça se réduit à pas grand-chose concrètement, c'est-à-dire que faut bien voir qu'il y a une assez forte inertie dans les écoles, et puis personne n'a beaucoup le temps. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a comme information? On a des informations tout simplement sur les notes, les notes et les notes intermédiaires, éventuellement les devoirs à la maison qu'on donne durant ce qu'on pourrait appeler maintenant le processus d'apprentissage. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir déjà que ce langage passe, on est dans un processus. Bon, il y a les notes, il y a les absences. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quel traitement on en fait? On fait des moyennes, on regarde si ça progresse, on a des évolutions, des choses comme ça. Mais à part ces domaines un petit peu classiques, et on a aussi les évaluations des élèves. C'est-à-dire que les élèves, normalement, fin de semestre, nous remplissent des grilles, etc. et envoient un feedback vers les enseignants. Mais concrètement, à part ça, dans nos dispositifs, c'est très pauvre, il y a pas grand-chose. Et je vous dis, même dans une école dont la culture est celle du travail de l'information et du travail du chiffre. Mais il y a des choses qui apparaissent. En fait, le langage fait qu'on parle maintenant de processus, on parle de feedback, des choses comme ça. Et là, on voit que petit à petit, le Covid est passé par là et qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Voilà, concrètement. Voilà. Sébastien, pour compléter peut-être, quand on parle de ces sujets de learning analytics, qu'est-ce que ça recouvre? C'est quoi ces données concrètement? Je crois qu'on vient
de perdre Sébastien, qui a eu, pour la petite anecdote, un orage du côté de Toulouse cet après-midi et qui avait un souci d'électricité. J'espère qu'on va le retrouver. Mais je me tourne vers toi, Alexa, du coup, pour compléter peut-être ce que Laurent a pu nous dire. Bien sûr. Donc, je pense que on a déjà évoqué pas mal des aspects importants au niveau des analytiques par le commentaire de Laurent. Je pense avec surtout l'arrivée du Covid et de la pandémie, on a vraiment une opportunité énorme à saisir actuellement avec l'usage des données. Comme on a une adoption qui était pas du tout la même chose avant la pandémie qu'aujourd'hui au niveau des outils, autant pour l'enseignement ou pour l'administration des institutions. Ça nous donne vraiment des portes à ouvrir et à explorer au niveau de l'usage aussi des données qui ont été générées par ces plateformes diverses et aussi faire le lien entre différentes plateformes. Et je voudrais partager 2 expériences que nous avons eues chez Microsoft. Je pense, quand je regarde à travers le monde, le pays qui m'impressionne le plus au niveau de l'usage des analytics, c'est l'Australie. Et c'est un pays qui a, comme l'Europe, des règles au niveau de la vie privée, etc., extrêmement strictes, mais qui a quand même adopté d'une façon assez intéressante l'usage des données dans l'éducation. Donc, j'ai 2 exemples à partager. Le premier, c'est vraiment au niveau d'une échelle d'un système éducatif entier. C'est la province de l'ouest de l'Australie, dans le secteur de l'éducation catholique. Ils ont pris une décision de vraiment adopter les analytiques et l'usage de données comme pilier de leur stratégie de l'innovation et de l'usage des technologies de l'éducation. Et donc, ils analysent et ils récoltent les informations telles que Laurent a décrit, donc les notes, les résultats, mais aussi des aspects socio-émotionnels, les parcours d'apprentissage dans les plateformes, autant pour les élèves ou les étudiants que pour les enseignants. Et aussi, ils ont fait en sorte que les plateformes puissent se parler plus facilement. Donc, ils ont vraiment mis comme point de départ pour tous les appels d'offres pour les différents fournisseurs qui doivent fournir toutes les données qui sont générées par leur plateforme d'une façon qui est utilisable par le système, analysable, et ils ont regroupé toutes ces informations ensemble dans un Azure Data Lake, donc pour permettre vraiment de travailler avec des scientifiques, des chercheurs, de vraiment analyser leurs données d'une façon plus pertinente. Et aussi de mettre en place des outils qui sont vraiment faciles à utiliser de jour à jour pour les enfants. J'ai perdu Alexa de mon côté. On vient de te retrouver, Alexa, je pense. Ah, et je crois qu'on l'a reperdu. Laurent, tu confirmes? Ah oui, moi je. Donc. Très bien. Dans 5 minutes, c'est moi qu'on va perdre, donc petit à petit. Ne me laisse pas tout seul pour cette fin de webinaire. Ouais. Intéressant en tout cas d'entendre le retour d'expérience d'Alexa. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu pouvais dire, Laurent, et alors qu'on retrouve Alexa. Oui. J'ai l'impression quand on parle de ces questions de données, en fait, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas nouvelles. La première chose que tu disais, Laurent, c'était les notes des étudiants. Et en fait, ça fait des décennies, pour ne pas dire des siècles, qu'on a ça. Et ce qui change un petit peu peut-être, et ce que tu décrivais, Alexa, c'est à la fois la manière de collecter ces données, puisqu'on a maintenant des plateformes pour le faire. Et puis ensuite, le spectre de données qu'on peut utiliser. Alexa, tu t'évoquais des types de données assez différentes, en fait, qui vont beaucoup plus loin aujourd'hui que les notes simplement, et donc qui permettent d'aller plus loin dans l'analyse derrière. Oui, alors, pour peut-être rebondir là-dessus, c'est vrai que le fait que l'enseignement se passe de plus en plus avec au moins des séquences à distance ou de l'accès à des ressources, etc. Enfin, en gros, une partie de l'enseignement n'est plus dans la relation interactive dans une classe entre un petit groupe et un enseignant. Ça fait qu'il y a tout un tas d'informations qu'on perd, c'est-à-dire la dimension visuelle, le ressenti, le caractère, l'émotion qui peut jaillir, etc. Tous ces éléments-là, un enseignant classique les captait et pouvait interagir avec les élèves. Éventuellement, c'était un bon prof, bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Je
pense qu'il va falloir recréer des environnements qui vont pouvoir être capables de capter ces choses-là et les renvoyer vers l'élève pour se substituer éventuellement à cette approche humaine qu'on pouvait avoir et qui aidait beaucoup les élèves. Oui, effectivement. Alexa, tu nous parlais d'un exemple en Australie. Je ne sais pas si tu voulais peut-être compléter là-dessus. Et puis, je crois que tu voulais nous parler d'un autre exemple également. Oui, et je pense que ça rejoint un peu le commentaire de Laurent. L'autre exemple aussi en Australie, c'est à l'université de New South Wales. Et nous travaillons beaucoup avec un professeur un ingénieur qui est extrêmement innovant dans la façon d'enseigner. Et donc, il a d'habitude dans une classe, dans une année à l'université, plus ou moins 200 étudiants. Et donc, le contact humain, justement, est très difficile avec un nombre pareil. Et donc, il a décidé déjà avant le Covid de travailler beaucoup avec Teams et de mettre ensemble les étudiants de la classe dans une groupe. Il a vraiment déjà vu qu'il y avait un contact social qui se faisait très vite avec les étudiants dans le groupe entre eux pour vraiment souder les relations dans la classe. Mais aussi, comme c'était surtout sur le téléphone qu'ils utilisaient le app, même pendant les cours, ils se posaient des questions par rapport à ce qui était démontré devant la classe. Ils poser aussi des questions aux assistants pédagogiques qui sont là pour enseigner avec le professeur, Dr. David Kellerman. Et par le biais du plateforme, il a d'un côté su engager toute cette classe assez rapidement, mais aussi commencer à mettre en place une stratégie de l'IA sur base des questions et des réponses. Donc, ce qu'ils commençaient à faire, c'était vraiment de regarder quelles étaient les questions fréquemment posées. Ils ont utilisé Q&A Maker, qui est un outil qui se trouve dans Microsoft Azure, pour faire une banque de questions-réponses qui était faite régulièrement par les étudiants dans la classe. Et sur base de ça, d'étoffer la banque des questions-réponses avec une analyse automatisée de tous les textes qui étaient démontrés dans les vidéos qu'ils avaient enregistrées pendant les cours, qui permettaient de donner une réponse très étoffée aux étudiants. Donc, pas seulement la réponse de l'assistant pédagogique qui avait été archivée, mais de faire le lien à le seconde près dans les discours pour aller retrouver l'explication. Aussi, les éléments qui étaient indexés dans le OneNote que Dr. Kellerman avait créé avec toutes les informations par rapport au cours. Et aussi de permettre à faire des liens entre les étudiants pour qui étudiaient un peu la même thématique en même temps. Et il a trouvé qu'avec cette méthode, déjà, il a augmenté le niveau de l'engagement des étudiants dans la classe, mais aussi il a vu que, comme tout le monde participait beaucoup plus qu'avant, qu'il a vu les notes des examens finaux augmenter. Et quelque chose aussi qui est très important à souligner, donc, il n'y avait pas un parcours personnalisé à travers la matière, mais ce que Dr. Kellerman a fait, c'était aussi d'analyser sur base de Insights, qui est un app qui se trouve dans Teams for Education, où étaient les éléments, les travaux qui étaient difficiles pour les étudiants en question. Et sur base de leurs résultats tout au fur et à mesure de l'année scolaire, il a pu bâtir des guides de révision avant les examens, avec tous les éléments sur lesquels les étudiants avaient plus de difficultés. Donc, chaque étudiant avait un guide différent, vraiment bâti sur base de leurs forces et leurs faiblesses qu'ils avaient observées pendant l'année scolaire. Et donc, ça, c'était aussi un très grand élément dans l'augmentation de la réussite des étudiants qui sont dans sa classe. Super intéressant et on voit là un usage et un projet vraiment innovant et qui fait une bonne transition sur la deuxième partie de ce webinaire. Et si on se projetait vers l'avenir, c'est sur ces questions de learning analytics, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire demain? Comment est-ce que ça peut nous aider à faire évoluer la pédagogie, à rendre l'enseignement plus efficace? Et Laurent, je te laisse peut-être commencer sur cette question-là, nous donner quelques perspectives. Ben, si on peut rêver ou bien se projeter vraiment, moi je trouve que quand on apprend, à chaque séquence d'apprentissage, on fait deux tâches. On apprend et on apprend à apprendre en fait. Et ça, c'est une deuxième tâche qui est très difficile à faire prendre conscience ou à conscientiser.
et que pourtant, à mon avis, est essentiel. Et je pense qu'il y a là-dedans des facteurs d'efficacité individuelle qui sont sans doute à creuser, et que des outils, effectivement, qui donnent des feedbacks rapides. Alors, bon, pour l'instant, c'est quoi? C'est des quiz, des tests, etc. Mais ça peut être aussi des questions, tout simplement, qu'on pose. Et pourquoi pas demain l'analyse visuelle, puisque vous savez très bien qu'on peut faire de l'analyse de sentiments à partir du visage ou des choses comme ça. Ça peut être d'autres types de capteurs. Et moi, je trouve que sur cette dimension apprendre à apprendre, il y a sans doute à gagner. Et le deuxième point sur lequel moi je vois aussi des pistes intéressantes, bon, nous, dans une école d'ingénieurs, on nous pousse beaucoup à travailler le concept de compétences et de compétences transversales. Et on n'a pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que quand les élèves, on est là à leur faire des stats, des maths, de l'éco, tout ça, toute la journée, on dit, mais comment on va faire pour faire des compétences transversales? Il n'y a pas les plannings et tout ça. Donc. Et ça, je pense que quand on travaille sur les projets, quand on travaille sur les pratiques associatives, lorsqu'on travaille sur les stages, etc., donc à distance, on peut aussi renvoyer aux élèves sur « relatez-moi votre expérience et moi, je vais vous renvoyer ce que je ressens de la façon dont vous conscientisez un certain nombre de choses ». Et on peut, par de l'analyse textuelle ou des choses comme ça, comme disait aussi un peu Alexa, profiter de ces séquences-là via les outils des Learning Analytics pour travailler aussi les soft skills lorsque l'on est dans d'autres expériences que celles d'un cours. Et je pense que là, il y a deux axes au moins, il y en a beaucoup d'autres, mais moi, c'est deux axes que je trouve intéressants. Et ce sujet des soft skills, effectivement, tu le mentionnais dans les écoles d'ingénieurs et qui est un sujet qu'on retrouve dans le milieu universitaire, par exemple. Beaucoup d'universités s'interrogent sur ces questions-là actuellement, donc c'est un sujet qui est très transversal, je crois, dans l'enseignement supérieur actuellement, quoi. Oui. Alexa, j'imagine que chez Microsoft, tu as un regard privilégié sur les innovations et sur ce qu'on pourrait faire demain autour des Learning Analytics. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus? Donc, j'aimerais bien d'abord rebondir un peu sur la question des soft skills. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est de plus en plus une question pour toutes les institutions au niveau de l'éducation. J'aimerais bien partager un cas qui vient des États-Unis. Donc, on a travaillé beaucoup avec Fresno School District. C'est l'équivalent d'une région plus ou moins aux États-Unis qui est en Californie, mais c'est une région assez défavorisée. Et nous avons travaillé avec eux pour bâtir justement un programme pour analyser l'impact des soft skills sur les résultats scolaires. Donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis en place un nouvel cursus digital pour l'enseignement des mathématiques qui se passait sur Teams et sur Office 365. Mais avec l'accord des décideurs dans le système et des parents, évidemment, aussi, nous avons mis en place un projet de recherche pour analyser l'impact de coopération entre élèves et les résultats dans ce nouveau cursus digital. Donc, on a pu, par Office 365, analyser les réseaux sociaux dans le contexte éducationnel des élèves. Et ce que nous avons constaté était assez intéressant, c'est qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation et la vitesse de l'augmentation des résultats au niveau des mathématiques et l'interaction entre élèves. Donc, c'était pas juste vraiment le professeur vers les élèves qui était important, mais c'était le fait que les élèves étaient en train de travailler ensemble, de faire des projets ensemble, aussi de s'expliquer des éléments sur la matière, etc. Et donc, c'était vraiment une illustration assez frappante du fait que si on développe ce genre de compétences sociales, ça a un vrai impact sur les résultats classiques, académiques aussi en même temps. Donc, c'est vraiment pas en conflit. De travailler les deux ont vraiment un effet de se renforcer mutuellement. Donc, ça, c'était quelque chose de très intéressant par rapport à ce projet d'analytique que nous avons fait à Fresno. Au niveau de l'avenir, je pense aussi, ce que je vois beaucoup, c'est que spécialement dans le contexte de la pandémie, et j'ai évoqué un petit peu quand je parlais de l'Australie avant, c'est l'état émotionnel, l'état socio-émotionnel de l'étudiant est beaucoup plus important qu'avant. Le fait d'être isolé, le fait d'être peut-être toute seule dans une nouvelle ville à étudier avec des autres jeunes qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'on vient d'arriver, etc., ou d'être en isolation chez les parents.
Je pense que les aspects socio-émotionnels sont devenus beaucoup plus importants et je vois vraiment des approches innovantes à ce niveau-là. Donc, par exemple, dans Teams, on a créé une app qui s'appelle Reflect, qui est une façon très simple. Le matin ou au début du cours, etc., on peut lancer l'app et on demande aux étudiants de partager leur état émotionnel. Et ça peut paraître banal, mais en fait, nous avons développé cette app avec l'aide des psychologistes, des chercheurs en psychologie. Et le fait d'identifier et de pouvoir mieux identifier dans quel état émotionnel on se trouve aide à mieux gérer l'émotion pour l'étudiant en soi, mais aussi ça aide aux enseignants et l'institution même de prendre un peu la température de l'institution ou de la classe pour savoir où ils sont. Est-ce qu'on a besoin de peut-être faire une activité plus motivante? Est-ce qu'on a besoin de faire peut-être une activité plus relaxante parce qu'il y a beaucoup d'angoisse dans la classe? Et même de se dire, est-ce qu'il y a eu des incidents où on doit peut-être renforcer l'investissement dans un soutien psychosocial, par exemple. Et on a vu pas mal d'institutions aussi adopter les outils tels que les chatbots pour aider les étudiants à s'orienter pour des services de soutien psychologique ou même pour les aider à exprimer certains éléments. Parfois, ils sont gênés d'expliquer à une personne devant eux ou même par vidéo. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'applications qui émergent au niveau de cet aspect plus humain, on va dire, que purement classique académique, qui entoure le système. Et je pense aussi ce qui est très intéressant aussi par rapport à cette idée de centrer les analytiques sur l'étudiant, c'est de la croissance des projets où au lieu d'utiliser les analytiques pour analyser l'étudiant, c'est plutôt d'enseigner les étudiants pour comprendre comment utiliser les outils d'analytique eux-mêmes pour faire quelque chose. Donc, c'est pas nécessairement les analytiques d'apprentissage, mais plutôt par exemple, on travaille beaucoup avec l'institution Schema à Paris, avec les étudiants en commerce, en business, en RH, etc. Et ils ont pris une décision que l'IA devait être fondamentale dans tous les cursus qu'ils offrent, parce que c'est vraiment un outil qui puisse être appliqué à n'importe quel domaine de travail dans le futur. Donc, ce que nous avons commencé à faire ensemble, c'est d'injecter des formations de base qui permettent à des étudiants qui sont pas du tout programmeurs, qui sont pas codeurs, de commencer à utiliser des applications qui n'ont pas besoin de code pour automatiser des processus ou analyser des processus sur base de Power Apps. Et donc, les étudiants qui passent par là, ils font des hackathons, ils font des projets ensemble. Et à la fin du cursus, ils sortent de l'institution non seulement avec leur maîtrise ou leur bachelier de Schema, mais aussi avec une certification Microsoft qui les donne un atout en plus sur le marché de travail après de finir les études. Intéressant. Laurent, tu voulais rebondir Ouais, peut-être. Alors, ce que je pense, c'est que effectivement, ce que ça peut changer à terme, c'est une autre vision de ce qu'est un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que les learning analytics ne sont pas extérieurs au processus d'apprentissage. Et les processus d'apprentissage devront être construits maintenant en intégrant les learning analytics comme faisant partie vraiment du processus. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est la même chose que les ressources. Avant, on ne parlait pas trop de ressources pédagogiques. Il y avait le prof, faisait son cours, il faisait un polycope. Maintenant, le mot ressources est dans tous les esprits et ça fait partie finalement maintenant de la pédagogie de faire des ressources et de donner ces ressources. Et on ne peut pas imaginer de faire un nouveau cours sans penser d'abord à ressources. Eh bien, on ne pourra plus penser de faire un nouveau cours sans penser à feedback. Parce que pour moi, il y a un très très grand lien entre Learning Analytics et feedback. C'est-à-dire quel feedback tout au long du processus je renvoie vers l'élève pour effectivement qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience d'un certain nombre de choses et que grâce à cette prise de conscience, il consomme ses ressources ou il change son comportement, etc. Et comment j'envoie tout au long de ce nouveau process des feedbacks à l'enseignant pour qu'il s'adapte lui aussi. Il n'y a pas qu'à l'étudiant d'être adaptive learning, c'est adaptive learning pour l'étudiant et l'enseignant. Et donc, moi, je pense que c'est une nouvelle vision de ce qu'est un processus d'apprentissage qui est en train de se développer. Intéressant ouais, comme approche. Il y a une thématique qu'on a commencé à aborder qui est celle de l'intelligence artificielle.
dont vous parliez dans certains de vos exemples, qui est un peu un buzzword qu'on entend dans beaucoup de secteurs et à nouveau dans l'éducation également, qu'on commence à voir émerger. Quelles applications est-ce que ça pourrait avoir dans l'éducation aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est demain? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Alexa, peut-être pour commencer. Je pense que les possibilités sont seulement limitées par notre imagination, honnêtement. Il y a vraiment une telle panoplie des éléments à faire. Donc, juste pour décrire un peu mon expérience personnelle, nous avons fait une introduction à l'IA pour les élèves de 16 à 20 ans, en partenariat avec l'UNESCO. Donc, ce que nous avons fait, c'était de partir sur base des buts de développement durable et d'explorer comment est-ce que nous pourrions employer l'IA et les data et les analytiques pour résoudre des problèmes tels que les buts de développement durable. Ce qui était frappant avec ce projet, c'est que nous avons fait ces formations seulement sur 3 jours avec des étudiants qui n'ont jamais touché à ce genre d'outils avant. On a mis en place une sorte de mentoring avec différentes entreprises, des personnes de l'UNESCO et aussi de chez Microsoft. Et le niveau d'enthousiasme du côté des étudiants pour vraiment employer ces outils d'une façon qui a un impact social, qui a un impact environnemental, qui a un impact vraiment réel dans le monde, est énorme. Donc, je pense que c'est juste un début. Au niveau du primaire secondaire, on introduit à peine l'IA au niveau du sujet, du cursus qu'on étudie. Mais il y a moyen d'aborder ce sujet déjà à l'âge de 5-6 ans. Il y a des méthodologies pour expliquer les algorithmes, pour explorer par le biais de robotique, par le coding, ce genre de thématiques très, très jeunes, que je pense est très important, vu l'enjeu au niveau de la société, de l'information, de vraiment avoir une participation démocratique à une société qui est très digitale. Donc, l'autre aspect au niveau de l'école supérieure et des universités, l'enjeu, c'est vraiment de comment employer des outils spécifiques à son domaine d'études. Et je pense que maintenant, de plus en plus, même les humanités, même les sujets classiques auxquels on ne pensait pas avoir besoin de compétences informatiques, deviennent de plus en plus informatiques. Donc, que ce soit par l'analyse de texte à grande échelle, que ce soit par l'analyse des médias sociaux, que ce soit même de regarder l'histoire, tout est devenu beaucoup plus numérique dans la façon d'aborder les sujets. Et donc, vraiment de mettre en place un niveau de base, de connaissance de base de l'IA et de la programmation chez tout le monde devient de plus en plus important. Laurent, tu disais tout à l'heure à l'ENSEI, qui est pourtant une école où la donnée, ça fait partie du cœur de ce que vous faites. Oui. On est encore au tout début sur ces sujets-là. L'IA, comment est-ce que toi, tu perçois ce sujet-là? Alors, c'est vrai qu'on forme des data scientists depuis vraiment longtemps. Alors d'abord, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quand on a donné des ordres à une machine et que cette machine les exécute. Bon, par exemple, si je vais faire des tests de mathématiques à un élève, je peux dire, si je repère tel type d'erreur sur les tests, renvoyer tel message à l'élève et renvoyer-lui telle ressource. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. J'ai appris à la machine à le faire. Elle le fait instantanément. Voilà. Bon. Après, attention, parce que le langage nous fait aussi penser derrière intelligence artificielle, machine learning, deep learning, des algorithmes basés sur du big data, c'est-à-dire sur une collecte extrêmement importante et des machines qui vont apprendre eux-mêmes à partir des informations qu'elles récoltent. Et c'est vrai que là, pour moi, on se heurte à 2 problèmes. On se heurte qu'actuellement, je trouve que pour l'instant, on n'est pas dans le big data. Les données ne sont pas si massives que ça. Et avant que les algorithmes soient performants, il faut quand même un certain nombre de millions d'enregistrements. Bon. Et la deuxième chose, c'est que là, on se heurte quand même effectivement à la notion de RGPD et de finalité. Et a priori, on doit, chaque recueil d'informations qui était donné propre d'un individu, dans son processus, mais ça lui appartient, doit être justifié par un cadre qui dit, avec cette donnée, je vais faire exactement ça.
et je ne vais pas la conserver plus longtemps que. Et quand elle sera plus utile dans mon processus d'apprentissage, je n'ai pas à l'archiver, il faut que je l'enlève. Bon. Donc, il faut qu'on concilie ces approches-là, hein, et parce que la tentation serait grande de dire, je vais faire un peu comme un aspirateur, j'aspire toutes les données que je peux, et je vais bien voir ce que ça va me donner un petit peu, et selon ce que ça va me donner, je vais faire des algorithmes qui ensuite vont. Je pense qu'il faut mettre alors, quelques garde-fous, et puis se recentrer sur l'objectif, c'est améliorer la réussite de chaque personne, en fait. C'est que chaque étudiant, lui, en échange d'un peu de la propriété de ce qui lui appartient, il va avoir un bénéfice. Et ce bénéfice, il doit le sentir. C'est le sien. Voilà. Et il doit être aussi protégé. Donc, ça fait un petit peu le lien parce que ça fait peur. En France, il y a la notion de Big Brother qui revient souvent et on ne veut pas mélanger ces approches avec celles de Big Brother. Et tu m'offres une très bonne transition vers la dernière partie de ce webinaire autour des enjeux éthiques. Tu en mentionnais un ici. Autour de ces sujets de l'utilisation des données dans la pédagogie, c'est quoi pour toi les grands enjeux éthiques, les garde-fous qu'il faut mettre justement pour exploiter ces données? On a vu tout le potentiel que ça pouvait avoir dans un cadre qui soit sain et qui protège évidemment les utilisateurs et nos étudiants en particulier. Oui. On est soumis à des contraintes un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, il faut beaucoup personnaliser, il faut beaucoup protéger, etc. Mais on sait très bien que des fois, d'avoir un peu plus de données, ça permet de faire, par exemple, des conseils de meilleure qualité ou ça permet d'avoir des dispositifs plus performants parce qu'on a plus d'informations. Donc là, on est vraiment dans un débat éthique entre le bien et le mal. On veut faire le bien, mais des fois, en voulant faire le bien, on donne le risque de faire le mal. Donc, il y a un vrai positionnement éthique. Alors, RGPD nous donne quand même des garde-fous très sérieux en France, hein, enfin internationalement d'ailleurs, je pense qu'il faut les respecter. Les organisations sont impactées aussi parce que entre un enseignant qui va être motivé par quelque chose qui est vraiment proche de son cours, de ce qui l'intéresse, de ce qu'il fait, etc., n'a pas forcément le même comportement qu'un responsable dans une DSI qui, lui, va avoir une vision, en fait, système d'information et information déconnectée de l'intérêt propre que chaque enseignant peut avoir. Donc, c'est une autre logique. Hein. Donc, je pense que là aussi, il y a sans doute un travail d'articulation entre les DSI et les enseignants, comment les outils se mettre, voilà, et ça. Et puis, je pense que le RGPD responsabilise le directeur de l'établissement ou de la structure, il y a l'enseignant aussi responsabilisé. Je pense que toutes ces chaînes de responsabilité, quelque part, il faut en garder trace, c'est-à-dire que il y a un employé d'une DSI qui me disait, mais moi, qu'est-ce qui me garantit que demain, si mon directeur me dit allez chercher tel et tel et tel indicateur, parce que j'ai besoin d'avoir un indicateur global, par exemple, de procrastination, ou bien un truc comme ça, ou d'absentéisme sur 2 ans, des trucs comme ça, ou en agrégeant toutes les remarques qu'on a pu faire, hein, on est limite, et moi, j'ai pas envie de lui donner. Il me disait, moi, c'est pas, voilà, parce que ça peut nuire à l'élève, et il a accepté effectivement que dans tel cours, on relève cette information, mais il n'a pas forcément accepté que cette information, à la fin de l'année, on allait l'agréger avec d'autres informations pour faire un indicateur, et à partir de cet indicateur, on prendrait des décisions sur lui. Et ça, c'est vraiment pour moi un enjeu, et je pense que ça doit vraiment, il faut qu'on mûrisse par rapport à ça. Il y a des intérêts, on est dans une société numérique, mais il faut que les responsabilités des uns et des autres soient claires. Je pense qu'il faut aller vers des sortes de chartes, et que ces chartes soient co-signées par des utilisateurs et qu'on avance comme ça. Voilà. Je te laisse rebondir, Alexa, peut-être sur ces différents enjeux que soulève Laurent, et peut-être que tu nous donnes aussi ta vision sur ces enjeux éthiques pour compléter. Je pense tout d'abord, je suis 100% d'accord avec tous les points évoqués par Laurent. Je pense que c'est extrêmement important qu'en tant que l'éducation, les institutions et les systèmes soient responsables et éthiques dans leur façon de procéder, et aussi de réfléchir aux analytiques dans un contexte d'usage non punitif. Donc, que ce soit plutôt pour identifier là où il y a les besoins et de créer des programmes qui permettent de les améliorer, les contextes dans lesquels se trouvent les étudiants ou les élèves, quelles sont les raisons pour
les échecs, par exemple, et de travailler là-dessus. Donc, tout d'abord, je pense que c'est ça comme mentalité qu'il faut approcher ce genre de recueil de données. Et aussi, évidemment, de mettre un humain dans les processus de décision, parce que nous pourrions bâtir des très belles algorithmes, mais finalement, l'intelligence artificielle n'est pas encore si intelligente que ça. Donc, s'il n'y a pas justement un garde-fou humain dans les processus de décision qui sont liés à l'usage des analytiques et des données, il y a potentiellement des dérives et des problèmes qui surgissent. Donc, tout d'abord, je pense que ça c'est la question. Mais aussi, je pense qu'on doit être un peu réaliste au niveau des données et de comparer ce que nous faisons aussi dans nos vies personnelles et dans la vie de consommateurs. La réalité, c'est que nous partageons tous énormément de données, surtout avec ces petites choses qui se trouvent dans la poche de tout le monde. Et on partage des données à gauche, à droite, sans vraiment se soucier d'où ils partent et qui s'en charge. Et nous cochons tous la boîte, je suis d'accord avec les termes, sans les lire. Pour être tout à fait franche. Donc, je crois qu'il y a un certain pragmatisme qui doit se trouver au niveau de l'usage des données aussi et que les gens doivent un peu comparer qu'est-ce qu'ils font au niveau du privé avec ce qui est en fait dans l'éducation et de faire un peu plus de, je vais dire, confiance parfois aux décideurs ou aux enseignants qui ne sont pas là pour employer les données pour un besoin néfaste, mais ils sont là pour construire un système qui répond mieux aux besoins des élèves et des étudiants. Donc, il y a cet aspect qu'il faut travailler. Mais la confiance ne se construit pas tout seul. Je pense qu'un élément qui est extrêmement important quand nous créons des stratégies d'usage de données dans le système éducatif ou dans des institutions même, c'est d'impliquer tout le monde, d'impliquer les parties prenantes qui sont vraiment impactées, que ce soit les étudiants, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, et donc de créer vraiment des solutions qui répondent aux besoins réels et qui a donc un intérêt pour tout le monde d'explorer ensemble. Donc, c'est plus une question de vraiment avoir une solution qui vient de tout en nous, qui arrive dans mon inbox et que je dois répondre à quelque chose qui n'est pas forcément dans mes intérêts. Donc, je pense que cet aspect de co-création est extrêmement important aux stratégies et aussi dans le déroulement des approches des analytiques et de l'IA dans l'éducation. Je pense que l'autre élément, ça revient un peu à mon point de démocratisation des outils IA et de la compréhension de programmation, mais aussi la compréhension des analyses des données. Je pense que beaucoup d'enseignants et des élèves, des parents, des étudiants ont peur d'usage des données parce qu'il y a un niveau peut-être de mathématiques de base qui n'est pas où il a besoin d'être. Parce qu'après tout, une bonne partie des analytiques sont ancrées dans des méthodologies statistiques assez classiques. Donc, je pense qu'on a vraiment un besoin d'augmenter l'esprit critique au niveau des données, d'usage des données, qui va démystifier un peu les données en soi, mais aussi de pouvoir avoir une vue critique, qu'on soit enseignant ou qu'on soit décideur dans une institution. Oui, j'ai toutes ces informations, j'ai toutes ces données, mais qu'est-ce qui est vraiment derrière? Comment est-ce que je peux regarder ces données pour identifier où il y a vraiment des anomalies ou quelque chose de bizarre qui se passe? Est-ce que je peux faire confiance à ces données? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, tous ces aspects-là ne viennent pas du jour au lendemain. Donc, il y a besoin de cet aspect de renforcement des capacités de tout le monde aussi dans le système pour employer les données et les IA d'une façon productive et sécure et éthique. Laurent, tu voulais rebondir peut-être? Ouais, sur ce point-là, je trouve que j'ai envie de rebondir sur deux axes, c'est-à-dire qu'effectivement, les outils de modélisation ont des critères finalement d'appréciation qui sont finalement des taux de précision ou des écarts, etc. Ce qui fait que lorsqu'on fait un modèle même très bon, il est fait pour coller à une population. Et il y a toujours 5%, 10% des individus pour qui ça ne fonctionne pas. Il y en aura beaucoup plus, effectivement, plus c'est complexe, etc. Et donc, il faut se méfier quand même de l'aspect magique d'une machine qui va classer en rouge ou en bleu quelque chose à partir de probabilités. Et là, il y a un manque de culture très, très forte. C'est-à-dire qu'on a envie de croire à cette magie et on n'a pas envie de dire « attention, c'est bleu », mais c'était uniquement parce que mon indicateur dépassait de 2% l'autre. S'il avait été dans le côté, ça aurait été rouge. Ah, bah oui, d'accord.
Donc ça, on voit bien que c'est un problème. Bon. Et puis, je dirais, le deuxième problème, moi j'ai essayé de le résoudre en disant, dans le produit d'accompagnement des soft skills, un produit d'évaluation, d'auto-évaluation, c'est quand je renvoyais un feedback, il y avait toujours une séance de coaching qui était derrière, qui était de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de ce feedback et on va en parler ensemble. Et c'est dans cet aspect de retravailler en fait ce que les personnes, le feedback qu'on leur avait envoyé, que réellement le progrès se faisait. Voilà. Et donc l'humanisation, elle se fait. Alors on consommait moins d'humains, mais quelque part on réhumanisait à partir d'éléments vraiment intéressants sur lesquels l'élève pouvait devenir actif parce qu'il posait des questions, il se trouvait positionné là, il voulait comprendre pourquoi. Et il avait une médiation ensuite. Et ça, je crois que c'est un procédé qui est pas mal. Moi, je suis alors personnellement assez pour une vision, pour l'instant, assez restrictive de l'usage des données en disant, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'apprentissage. Je capte des informations dans ce processus d'apprentissage et c'est censé améliorer ce processus d'apprentissage-là. Après, grâce à ça, ça servira peut-être, c'est-à-dire ce que j'aurais appris à l'élève va lui servir pour d'autres processus, mais dans lequel il n'y aura plus le passage par la machine et le feedback. Ça sera fini. Pendant ce processus, il va monter en compétence parce que je lui ai apporté des informations et un support humain pour pouvoir les expliquer. Moi pour l'instant, je m'en tiens un petit peu à ça. Voilà. Merci Laurent pour ces éléments et je pense qu'on va en rester là puisque le temps file. Il faudra qu'on se prévoie un nouveau webinaire sur le sujet avec Sébastien Fraisse qui malheureusement du fait de soucis techniques. On est assez bavard. Moi aussi, Alexa, je peux me permettre. On a pu pallier son absence. Voilà. Mais voilà, en tout cas, en préparant ce webinaire avec lui, je sais qu'il a aussi plein de choses intéressantes à partager. Donc, on essaiera de se rattraper. Il me reste en tout cas à vous remercier, Alexa et Laurent, pour votre participation à ce webinaire. Et c'est le clap de fin de ce WooClap Education Summit. On arrive au terme de cette journée de conférence qui était passionnante. Et je pense que ceux d'entre vous qui ont suivi tout l'après-midi ont pu le dire. Merci à tous qui avaient participé. Merci également à tous les intervenants qui étaient présents sur cette journée. Et puis, merci à toute l'équipe WooClap. Merci à Charlotte qui était dans le chat tout cet après-midi pour répondre à vos questions et vous envoyer les différents liens, etc. Merci à Alban également qui a coordonné l'organisation de cet événement avec brio parce que c'était pas facile. Et puis, à toute l'équipe WooClap, il y a beaucoup de monde qui était impliqué sur cette organisation. Donc merci à toutes et à tous. Alexa, Laurent, merci à nouveau. Merci aussi. On continue les échanges pour ceux qui le souhaitent. Je vous laisse ici mes coordonnées si vous le souhaitez. On discutera de tout ça avec plaisir. Et si vous avez des questions pour creuser ces sujets-là avec Alexa et Laurent, je leur relayerai avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Et puis, bonne fin d'après-midi et bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.